Bonjour et bienvenue à Dans la tête avec Dominique. Aujourd'hui, nous allons changer un peu de registre. Nous allons parler de la psychologie environnementale. Ce que ça veut dire en fait, c'est tout ce qui se passe autour d'une personne qui va influencer probablement l'humeur, probablement les décisions, qui va influencer la direction qu'elle va prendre, les comportements qu'elle va prendre. On va le faire sur trois vidéos différentes, trois podcasts différents. Les informations, je les ai prises dans le livre qui s'appelle justement La psychologie environnementale. Ça va bien? Donc, si on commence maintenant, l'environnement et les impacts sur la psychologie. Ça va être la première partie. Les enjeux entre l'environnement et les comportements des individus. Il va y avoir plusieurs thèmes à ça. Le premier, c'est la régulation de l'intimité. Il va y avoir des variations de température, les changements climatiques, les effets de l'entassement d'une population, la notion de proximité et de promiscuité. Ce qui veut dire être très proche l'un de l'autre ou avoir des services proches de où ce qu'on est. Par exemple, un quartier densément peuplé comme un centre-ville va avoir plusieurs services dans un même endroit, tandis que si on est plutôt en campagne ou en banlieue, on va avoir plutôt des services qui sont éloignés, donc il va falloir soit avoir une voiture, soit pouvoir se déplacer, puis dans le fond, organiser nos trajets. Donc, tous les thèmes qu'on vient de nommer ont une influence sur la motivation au quotidien et l'impact de ces facteurs sur les choix des personnes. Il y a un impact, en fait, sur le choix de ce que les gens font dans la vie. Je vais donner un exemple un peu banal qui va faire un lien avec les relations de couple, mettons que j'ai parlé quand même assez souvent, ou les relations amicales. Souvent, on va choisir d'habiter dans une ville ou dans un endroit où le travail va être proche. Des fois, on peut pas. Ou la deuxième option, ça va être de justement, on va s'éloigner des villes, parfois justement à cause du prix du logement ou du prix des maisons. Ça, c'est un impact environnemental qu'il y a sur les personnes. Parfois, il y a des gens qui vont se mettre en couple. Pas se mettre en couple nécessairement. C'est qu'il va y avoir quelque chose, ça va être un intérêt d'être avec quelqu'un qui soit a déjà un pied proche de certains endroits où on a besoin, comme l'emploi, comme justement l'école ou des services communs. Parfois, il y a des intérêts qui font en sorte que les gens vont se mettre ensemble plus par intérêt qui vont améliorer, mettons, la condition de vie que par, je vais être plate un peu de dire, que par amour. Ça fonctionne. Il y a des couples qui peuvent fonctionner de même. Il y a des couples qui perdurent. Ça peut être aussi des gens qui ne vivent pas ensemble puis que là, le choix de justement vivre ensemble, ils vont le prendre de plusieurs. Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est vivre en ville et avoir des services très proches? Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est plutôt avoir la paix, être plutôt loin en campagne? Est-ce que le prix va venir influencer là où ils viennent ou est-ce que c'est la distance entre le travail et chez eux qui va venir influencer le tout? On va commencer, là c'est des exemples, là, on va commencer par des concepts de base. Le premier vidéo, ça va être surtout ça, les concepts de base. En premier lieu, on parlait de l'espace personnel. L'espace personnel est ce qui entoure notre corps et notre propriété. Nous en avons le contrôle et il est en notre pouvoir d'en donner l'accès ou non aux autres. Le choix dépendra de la situation et de la nature de la relation qu'on a. Lorsqu'un étranger est dans notre espace personnel, nous nous sentons mal à l'aise. Il y en a qui vont sentir de l'anxiété, de la peur, d'autres de la colère, d'autres juste du malaise, un peu de la gêne. Ça, c'est notre espace personnel, mais ça peut être quelqu'un qui vient sur notre terrain. On va choisir qui décide de rentrer chez nous ou pas, qui est proche de nous physiquement ou pas. Plus les autres sont près de nous, physiques et affectifs, plus nous sommes à même
de recevoir et d'accueillir en fait. À l'inverse, plus ils sont loin physiquement et affectivement, moins nous prêtons attention à ces personnes-là. L'espace personnel est aussi le moyen pour communiquer avec les autres. Cela signifie qu'elle communique des idées sur la nature de la relation qu'elle entretient avec les autres. Ça, ce que ça veut dire un peu, c'est pas obligé d'être des mots. Mais ça peut être simplement, justement, plus on est proche de quelqu'un, puis plus le non-verbal va quand même parler pour des gens qui sont proches de nous. Puis dans le sens où si c'est des amis proches, il y a des choses qu'on va dire qui vont être plus personnelles que si c'est des amis plutôt éloignés ou des collègues de travail. Comme ça se peut que des collègues de travail soient nos amis très proches. Il peut y avoir des relations de couple où il va y avoir une communication intime très proche et d'autres où les trucs personnels, ils n'en parleront pas tant ensemble. Ça peut fonctionner. Il va y avoir aussi la distance entre deux personnes donne de l'information sur la relation. Ici, on parle de la distance dans le sens où ça peut être, un exemple, un patron avec ses employés, plus, mettons, l'emploi est gros, moins il va y avoir de proximité entre l'employeur et l'employé. On va donner l'exemple ici des institutions gouvernementales ou paragouvernementales où il va y avoir des chefs d'équipe où c'est nos supérieurs souvent plus directs avec qui on va être un peu plus proche. Mais au-dessus de ça, les supérieurs, en fait, les chefs d'équipe, ils ont des supérieurs, puis les supérieurs ont des supérieurs, ils ont des cadres. Après ça, on tombe souvent dans les directions d'établissements complets. Après ça, on tombe dans des directions de région, puis après ça, dans des directions du ministère. Fait que, c'est une distance qui est très loin. On pourrait prendre l'exemple des couples aussi qui décident de vivre ensemble ou pas. Ceux qui décident de faire chambre à part, ça existe. Ça peut être des amis qui vivent ensemble ou des amis qui vivent un à côté de l'autre. Des fois, des familles qui décident de vivre toutes dans la même rue, dans le même quartier, puis d'autres qui vivent dans des villes complètement différentes. On entre dans un deuxième point. Les systèmes hiérarchiques donnent le sentiment qu'elles ont le droit aux personnes avec un statut élevé de se rapprocher d'un statut moins élevé. Je recommence un peu ma phrase. Quand il y a une personne à un statut élevé, ils ont le sentiment qu'ils peuvent se rapprocher plus facilement des gens qui ont des statuts moins élevés qu'eux. Là, on parle des systèmes très hiérarchisés. Parce que parfois, c'est un peu normal, le mandat de tâche leur donne un peu le devoir de parler à leurs employés. Mais ça pourrait être un système hiérarchique de bénévolat aussi, ou de sport, ou de toute autre chose. Elle peut signifier le rapprochement physique et affectif, dans les deux sens. C'est pas juste physique. Réaction à l'invasion. Lorsque notre espace personnel est envahi, nous interprétons l'événement avec un degré d'inconfort qui diffère d'une personne à l'autre. Cela mène à des réactions physiques et incite à la prudence et ou au repli ou à l'agressivité, dépendamment de qui est là. Mais en général, la première émotion qu'on va vivre en premier ou sentiment, ça va être un malaise. Après ça, comment qu'on vit ce malaise-là? Là, ce qui va... Puis quand on parle de repli, lorsqu'on se sent en danger, on se replie sur soi-même. On se replie à l'intérieur de nous. Nos mécanismes de défense vont prendre le dessus. On va vivre toutes sortes de choses. Donc, dès qu'on va se sentir un peu menacé par... Tu sais, quand on parle d'invasion, on parle pas nécessairement juste de guerre. Là, on parle de quelqu'un qui entre dans notre maison, dans notre logement, quelqu'un qui s'approche beaucoup trop près de nous quand il veut nous parler, quelqu'un qui nous touche quand on veut pas, quelqu'un qui nous parle, puis ça ne tente pas qu'il nous parle. Des fois, il y a des gens qui viennent nous parler
Mettons, on va prendre un exemple banal, là, celui où les systèmes de financement où les gens vont justement accoster les gens dans la rue ou en voiture pour leur demander de l'argent. Ben, pour certaines personnes, ça peut être un sentiment d'envahissement, de se faire demander de l'argent. De cette manière-là, donc, ils vont se sentir mal à l'aise, puis ils vont souvent... des fois, ils vont se fâcher, ou des fois, ils vont juste partir assez rapidement. Il va y avoir des signes où il va démontrer pas d'intérêt à ça. Le type d'interaction sociale que nous entretenons avec une personne influence la distance entre elle et nous. Là, on parle ici du type d'interaction, ça veut dire comment qu'on parle avec l'autre personne. Lorsque nous sommes engagés dans une rencontre, nous désirons un degré d'intimité plus proche. Il est à considérer là-dedans le rapprochement avec la personne, le nombre de contacts, pas avec les yeux, c'est important, l'intimité de la conversation, le nombre de sourires qu'on fait avec l'autre personne. Tout ça va venir démontrer un certain degré d'intimité et de rapprochement. On s'entend quand on est avec quelqu'un puis on a envie de sourire qui nous fait rire, comme souvent dans les applications de rencontres, des sites de rencontres. La qualité numéro 1 que les gens recherchent, c'est ça, la complicité, dans le rire, dans le contact des yeux. J'ai entendu souvent, ce qui a charmé une personne, c'était le regard qu'il avait, les yeux, comment qu'il le regardait. Avec le sourire également, quand tu as les deux ensemble, c'est assez percutant. Après ça, tu as le nombre de l'intimité de la conversation. Si on reste en superficialité, comment ça va? Bien, toi, il fait beau, que les conversations restent là, il n'y aura pas beaucoup de rapprochement entre les deux personnes. Mais on va poser des questions, on va apprendre à connaître les personnes qui nous entourent, puis on va des fois aller de plus en profondeur dans les sujets de conversation. Il y a également à considérer la profondeur de l'intensité d'une relation. Ça, ici, on en vient à... On passe du superficiel et peut aller vers plus de profondeur. Comme je disais, c'est-à-dire qu'on va... Souvent, quand on rencontre des nouvelles personnes, on va rester avec des sujets de conversation qui sont assez banals. Puis avec le temps, pour le nombre de rencontres, de contacts qu'on a avec la personne, on va aller de plus en plus en profondeur dans les conversations pour ceux qui sont capables ou puis ceux qui veulent y aller. Et tout ça, on peut faire des liens avec les autres vidéos et podcasts qu'on a fait parce que des fois, les gens ont envie, ont un désir d'y aller, mais sont incapables de le faire pour toute X raisons qu'on pourra faire des liens avec les autres vidéos. Le plus profond est appelé ce qu'on appelle les sphères de l'intimité partagée. Ce qui veut dire que là, maintenant, on est capable de se comprendre des fois sans même se parler. Des fois, juste le non-verbal va tout dire. La façon que l'autre va communiquer, on va comprendre des choses. Il va y avoir une... C'est là que ce que les gens recherchent beaucoup, la connexion va être établie. Parce que créer cette connexion-là, c'est avant tout la travailler. Parce que quand elle vient d'elle-même, cette connexion-là, elle est souvent de courte durée et il y a souvent une raison derrière pourquoi il y a une connexion aussi rapide avec quelqu'un. Souvent, ça va être justement pour les intérêts communs. On va se sentir compris de quelqu'un, on va se sentir exister aux yeux de quelqu'un, souvent dans les moments où on a vécu quelque chose de difficile qui nous a un peu mis KO, comme on dit, ce qui fait que, comme l'être humain cherche à vouloir se relever de ça, vouloir vivre du bonheur, vouloir pas vivre des choses désagréables, ben on va avoir les antennes un peu pour capter ceux avec qui on peut connecter rapidement pour sentir moins de souffrance. Il y a des relations qui peuvent réellement se créer comme ça, mais dans l'expérience, ce que j'ai vu, entendu des autres, c'est souvent très temporaire,
Et c'est ce qu'on appelle des relations pansement. Là, on parle de relations amoureuses, mais on peut parler de relations amicales aussi, ou justement de collègues de travail. Tu sais, des fois, on peut... c'est toutes sortes de relations, c'est pas obligé d'être juste amoureux. C'est juste que ce qui revient le plus souvent, ça va être la relation amoureuse. Elle va nous servir justement à se reconstruire, à s'estimer de nouveau pour retrouver sa valeur. Est-ce que ça marche toujours? Pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. Tout dépend de ce qu'on fait de notre souffrance ici. Donc, pour revenir à la profondeur de l'intimité partagée, quand c'est sur le coup, très vite, c'est très rare que ça perdure dans le temps, mais ça peut marcher, ça peut exister. Mais souvent, ça s'estompe au bout de 4 mois, 6 mois, 1 an. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour certains, mais je te dirais qu'au bout de 3 ans, je vais faire une petite référence là, de L'amour dure 3 ans, un bon livre. Je te dirais que c'est pas mal à cause de la grande connexion. Mais là, je reviendrai pas là-dessus sur les effets de la dopamine pendant qu'on souffre, etc. Là. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais c'est pour dire qu'ici, l'intimité partagée doit se travailler avec le temps, avec le vouloir des deux personnes d'aller vers ça. Il faut quand même être disponible physiquement et émotionnellement. Il y a aussi la largeur, qui représente en fait le nombre de contacts sociaux entre deux personnes. Là, ici, on va parler de la fréquence. La fréquence, ici, ça va être plusieurs thèmes intimes dans l'interaction. On va pas juste parler d'un emploi ou des intérêts communs. On va parler des passe-temps, on va parler de comment on est en relation, de nos amis, de notre famille, de voyages. Il va y avoir plein de sujets de conversation, mais il va y avoir un peu de notre enfance, de nos anciennes relations. Inévitablement, quand on construit quelque chose à long terme, on finit par rentrer dans des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus profondes, qui peuvent aussi faire mal. Fait que donc, souvent, c'est rare qu'on en parle dès le début. Ça peut arriver, mais c'est rare. Il va y avoir aussi, dans la même largeur de l'intimité, le dévoilement de soi, de sa personnalité aux autres et la catégorie et de la catégorie. Plus les deux caractéristiques sont accessibles à l'autre, on parle de profondeur, de largeur, plus la relation a de chances d'être profonde. Ce qui fait que, je vais donner un exemple ici qui arrive souvent, on en entend quand même beaucoup parler, les gens célibataires qui sont à la recherche sur les applications de rencontres, des gens qui s'y mettent pour toutes sortes de raisons. Tout le monde un peu veut trouver quelqu'un. Mais c'est difficile quand on a vécu des choses du passé de vouloir laisser place à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que souvent, on ne laissera pas justement accès à la profondeur et à la largeur de la relation, même après 4, 5, 10 rencontres, parce qu'on a tendance à vouloir se protéger. Il y a des gens qui vont être très bien seuls, mais des gens qui sont très bien seuls n'ont pas nécessairement peur de laisser entrer quelqu'un dans leur vie, donc de donner accès à la profondeur et à la largeur. En général, les gens vont s'occuper, ils vont s'entourer de beaucoup d'amis, ils peuvent avoir plusieurs relations, mais sans aller vers la profondeur. Parce c'est beaucoup plus facile la largeur souvent que la profondeur. Parfois, on peut avoir les deux, mais de courte durée, parce que, inévitablement, souvent, des peurs refont surface. Ce qui fait que, pour créer des liens durables, il faut par soi-même donner accès à une profondeur et à une largeur par notre propre vouloir, mais aussi la créer par nous-mêmes avec l'autre. Il faut que l'autre aussi nous donne accès à la sienne. Au point numéro 2, on était dans la régulation de l'intimité. Ici, l'intimité est un facteur important dans le processus de régulation des contextes sociaux.
Il varie d'une personne à l'autre et d'un contexte d'un moment à l'autre. Dans le sens où, justement, quand on vient de vivre une rupture amoureuse, ça se peut que les contacts sociaux soient plus limités. Pour certains, ça se peut qu'il y en ait qui vont courir après des contacts sociaux. Si on a vécu un moment difficile dans notre vie, on peut avoir des amis qui vont être là pour nous, puis on va partager justement une certaine profondeur puis une certaine largeur, parce qu'on va dévoiler des parts de nous-mêmes. Certaines personnes n'en dévoileront pas et vont s'auto-réguler tout seuls. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne veut pas dire non plus que c'est une bonne chose, parce que pour pouvoir créer des contacts sociaux durables, il faut quand même laisser un peu accès à notre part de souffrance sans la déverser sur l'autre personne. C'est d'être capable de trouver l'équilibre entre ce que je donne accès, ce que l'autre me donne accès, puis ce sur quoi je donne comme information aussi sur moi. Quand on vit du bonheur, souvent, c'est là qu'on recherche le plus souvent le contact social. Ils vont être beaucoup plus faciles, les contacts sociaux, quand on vit du bonheur. Exemple aussi, plus une personne veut des contacts et moins elle réussit à en avoir, plus elle se sentira isolée et seule, incompris, rejetée. Le contraire, là, et tout, si elle en reçoit plus que ce qu'elle veut, elle se sentira surchargée, surmergée, puis probablement qu'elle va vivre justement une invasion de territoire ou de bulle, comme on appelle, qui va être trop. Fait qu'elle va chercher beaucoup plus à justement se rétracter, se retirer, se replier. Elle va avoir besoin d'être seule avec elle-même. De ce fait, pour réguler les contacts sociaux, nous utilisons l'environnement physique. Mettons, fermer une porte, un rideau. Nous pouvons aussi négocier l'usage de l'espace, demander de partir, organiser un horaire. Nous pouvons aussi ajuster les contacts sociaux en changeant d'endroit pour aller dans un endroit plus privé parce que des fois, à certaines personnes, on peut dire certaines choses. Ça peut être d'aller dans un endroit plus privé, fermer une porte pour que ça soit très confidentiel. Ou d'aller justement dans un endroit plus public pour toute autre raison, comme des fois faire des premières rencontres ou justement les gens qui achètent des trucs sur Internet. On va aller dans des endroits publics des fois parce qu'on ne veut pas laisser les gens entrer chez nous. Il y a aussi, ce qui est important, le contact des yeux. C'est vraiment très important, le contact des yeux. On va prendre ici, on va laisser de côté tout ce qui est neurodivergent pour le regard des yeux, mais reste que ça, même pour la neurodivergence, il y a aussi des informations dans le regard. Mais le contact des yeux est important. Quelqu'un qui va avoir souvent les yeux bas, ça va nous donner une certaine information dans la communication qu'on a, comme quelqu'un qui nous regarde droit dans les yeux, quelqu'un qui va regarder partout sauf nous. T'sais, comme je disais l'exemple tantôt, si on se fait solliciter pour donner de l'argent, si on regarde ailleurs, souvent le message est « ne me parle pas ». T'sais. Si on est dans une conversation puis qu'on est, des fois, les gens ont de la misère à dire « cette conversation ne m'intéresse pas » ou « je vais terminer la conversation », des fois on va détourner le regard pour lancer le message comme quoi on veut arrêter la conversation. Là, on pourrait nommer des exemples à pu finir, il y en a beaucoup. Le point numéro 3, souvent, c'était la territorialité. L'humain s'attache à des endroits. Une maison, un bureau privé, un terrain privé. Il peut y avoir des bars, restos, des plages, des parcs, des tables à pique-nique, etc. Ici, dans la maison, bureau privé, terrain privé, ça va être ce qu'on appelle des territoires très personnels où on a un plein contrôle. Là, on peut rentrer aussi dans du territoire semi-public. Un bar, un resto, là où ça appartient réellement à quelqu'un, mais ce quelqu'un-là nous laisse rentrer. Justement parce que le but est qu'on dépense de l'argent puis qu'il fasse de l'argent lui, là, mais le but étant, c'est un territoire qui appartient à quelqu'un, mais qui laisse rentrer presque tout le monde. Des fois, ils vont mettre des codes et des règles pour filtrer les gens qui rentrent. Mais ils ont le droit de choisir qui rentre et qui sort. Tandis qu'un endroit totalement public, une plage, un parc, une table à pique-nique, tout le monde peut y aller. Il y a très peu de règlements pour limiter les gens qui vont y aller.
il va rester des règles puis des lois pour garder une propreté, garder le respect, pas de violence, etc. Là, mais n'importe qui peut aller dans un parc, il n'y aura pas nécessairement de filtre de gens. La dominance des territoires peuvent se manifester par des comportements et des attitudes. Par exemple, les équipes sportives gagnent plus souvent dans les villes ou les stades là où ils vivent. Ça a été quand même démontré dans certaines études. Est-ce que c'est réellement genre full important et validé? Bon, j'ai pas lu les études qui le disent. Probablement que ça peut faire lien à quand on est chez soi, on se sent plus confiant puis on se sent plus en contrôle de ce qui se passe que quand on est chez quelqu'un d'autre. Puis souvent aussi, comme on dit, manifestés par des comportements, ils peuvent être décorés pour refléter leur personnalité. Fait que là, on peut parler d'endroits comme une ville, une maison, une école, un quartier, mais ça peut être aussi notre propre personne. Comment qu'on décore notre terrain, notre maison, mais aussi comment on place les objets, comment qu'on les met dans notre voiture, qu'on dispose de notre bureau au travail, qu'on dispose de notre environnement de travail, qu'on dispose de notre propre corps aussi. L'environnement physique peut indiquer la position ou le rang dans une organisation. Là, on parle ici, mettons, de souvent les tours à bureau, plus le bureau est grand et vitré, plus il y a une hiérarchie haute, plus t'es avec tout le monde puis seulement des petits panneaux, moins t'es une hiérarchie haute. C'est la même chose dans les institutions gouvernementales ou paragouvernementales. Souvent, les bureaux plus privés, plus fermés, ça va être une direction, des coordinations, puis plus c'est ouvert, plus ou moins la hiérarchie est haute. Mais il peut l'avoir aussi dans des relations amicales et de couple, ou comme dans les équipes sportives aussi. Il va y avoir des différences culturelles des territoires, des comportements appris. La phrase est un peu bizarre, mais c'est qu'il va y avoir des différences culturelles de territoire qui dit que c'est plutôt, vu que c'est culturel, des comportements qui ont été appris. Tu n'es pas avec ce genre de comportement-là, tu l'apprends dans l'environnement dans lequel tu grandis, c'est-à-dire ta famille, mais après ça, ton quartier, ta ville, ta région, ton pays, etc. L'exemple qu'il y a, c'est, mettons, on parle de règles culturelles, les Allemands, mettons, vont avoir des plages très catégorisées. Il va y avoir une partie qui ont le droit aux chiens, une partie aux nudistes, une partie autre. Ça va être très catégorisé les choses. Tout le monde sait où est-ce qu'il s'en va. Tout le monde est très encadré, on va dire ça comme ça. Tandis que la culture française, c'est un peu plus chaotique, laxiste. On fait un peu ce qu'on veut sur la plage, un peu n'importe où. Fait que je donnerai pas trop d'exemples, mais chaque culture a un peu sa façon de gérer son territoire, ses règles, ses lois. Lorsque plusieurs groupes doivent partager un même territoire, on parle ici d'espace partagé, cela peut devenir difficile. Tout lien non librement consenti devient une contrainte. Sujet de conflit, résistance et combat pour maintenir sa dominance sur le territoire. Là, ici, on peut rentrer encore une fois dans tout ce qui est culturel, mais on peut rentrer aussi dans la densité de population. Des exemples un peu très médiatisés ces temps-ci, on va parler des immigrants. Les gens vont penser que parce qu'il y a plus d'immigrants, il y aura moins d'emplois ou moins de services, ce qui est faux. Mais puisque le territoire doit être partagé avec plusieurs cultures, plusieurs groupes différents, les gens prennent un peu peur, ce qui fait qu'ils vont se replier un peu plus sur soi et garder leurs propres règles à eux sans les partager aux autres, dans le but de garder un sentiment de contrôle sur leur territoire.
Sentiment de contrôle souvent égale moins de peur. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça marche, par exemple. Il y a les compétences environnementales. C'est un sentiment de contrôle, d'efficacité personnelle et de satisfaction parce que la personne réussit à modifier son environnement selon son désir. C'est aussi une capacité qu'a une personne d'agir adéquatement sur son environnement pour y puiser les éléments nécessaires à son actualisation des compétences personnelles, interpersonnelles et professionnelles. En d'autres mots, plus tu as le sentiment d'avoir du contrôle sur ton environnement, plus tu as le sentiment de réussite à modifier celui-ci pour combler tes besoins personnels. Mais aussi la capacité d'agir de bonne façon. Ça, c'est-à-dire de faire des bons choix qui vont nous aider. Parce que des fois, on a le sentiment de contrôle, mais le changement qu'on fait de notre environnement n'est pas toujours le mieux pour nous. Cela se divise en deux, en fait. Il y a ce qui est interne, qui est de se diriger consciemment vers leur propre but et qui croient pouvoir contrôler ce qui leur arrive en créant les situations appropriées pour faire advenir ce qu'elles attendent d'elles. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. La personne va faire des comportements conscients, là. Elle pense à ça pour aller vers ses propres objectifs. Ce qui va augmenter son sentiment de pouvoir, de contrôle, en créant elle-même les situations qui lui arrivent pour pouvoir répondre à ce qu'elle attend de la vie. En d'autres mots, je pense à ce que je veux faire pour arriver à ce que je veux. Ça, c'est la manière la plus simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle souvent d'objectifs SMART. Le principe est d'en arriver à des comportements, des pensées, des choses à faire qui vont augmenter notre perception de contrôle parce qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Fait qu'on va faire des comportements pour aller vers ce qu'on veut. Le but des vision boards, c'est un peu la même chose aussi. On se donne des objectifs, on va se comporter pour aller vers. Parfois, ça peut arriver qu'il va y avoir des choses à l'extérieur de nous. Ça, c'est le deuxième critère qu'on parlait, vu qu'elle se divisait en deux, c'est tout ce qui est externe à nous. C'est les personnes vont avoir le sentiment que leur destinée est déterminée par des forces extérieures et qui ne peuvent infléchir le déroulement des événements de leur vie, étant donné qu'ils sont conditionnés par ce qui est à l'extérieur d'eux. Ici, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que les gens pensent que ce qui leur arrive, ce n'est pas de leur faute. Peu importe ce qu'ils font dans la vie, c'est probablement toujours une situation extérieure à eux qui les force à faire ce comportement-là ou cette idée-là ou d'aller vers ça, ce qui fait que ils vont avoir l'impression de subir la vie et ils ne changeront pas ça. Ayant travaillé dans les écoles, les enfants, les ados, souvent vont dire ce que j'ai fait, c'est pas ma faute, c'est l'autre. Ils vont souvent justifier les autres. Ayant travaillé avec de la marginalité, il y a beaucoup de parts où une bonne manière de se protéger, c'est de mettre la faute sur ce que la vie leur a fait subir plutôt que de prendre sur soi. J'ai fait des choix qui m'ont amené à ça. Parfois, il y a dans la vie des situations qui sont externes à nous, qui nous fessent en pleine face, qui nous mettent à terre. Puis des fois, on en vit 14 en même temps, ce qui fait qu'on a beaucoup de misère à se relever et c'est normal. Parfois, on peut être mis à terre constamment. Fait que oui, ça arrive qu'il y a des situations externes à nous qui nous arrivent puis qu'on a peu de contrôle. Comme une guerre, comme des changements, comme des catastrophes naturelles, comme des maladies physiques. Des fois, on aura beau manger sainement, faire de l'exercice physique, les maladies, des fois, même si on est bien intentionné, qu'on fait tout ce qu'il faut pour pas tomber malade, après ça, c'est d'aller aux services qui vont nous guérir, mais tu sais, même si on fait les actions, ça se peut que ça marche pas.
Il peut y arriver aussi que c'est d'autres personnes autour de nous. Je veux dire, on entend souvent des gens qui vont faire des délits, qui vont rentrer par infraction, qui vont faire des vols, qui vont avoir de la violence. Puis ça sera pas nécessairement à cause de nous non plus. On va la subir. Après ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on apprend à se protéger, mettons, de la violence extérieure à nous? Est-ce qu'on apprend... Est-ce qu'on fait des choix autrement? Et c'est là qu'on arrive à... Il y a des trucs internes et externes, et les deux vont un peu de pair. Il va nous arriver des choses extérieures. Nous, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On doit consciemment prendre des choix pour changer la situation. Dans le sens où on ne veut pas rester dans ce qui nous arrive nécessairement. Si une catastrophe naturelle arrive, on va prendre les mesures pour protéger notre vie en premier, mais notre logement, notre habitation, nos biens. Si c'est de la violence que quelqu'un nous a vu, ben ça se peut qu'il y ait des endroits où on va décider de ne plus aller parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'y aller, mais en même temps, il ne faut pas non plus se priver si c'est à quelque part où j'ai besoin d'aller. Donc, on va prendre des choix, des choses qui vont donner un sens à ce qu'on fait et à ce qu'on veut. Il y a le concept d'impuissance apprise. Ça, c'est qu'on estime que les événements auxquels doit faire face sont indépendants de ses actions. Elle ne cherche plus à exercer une influence sur son environnement. Elle renonce à sa capacité d'agir propre et se laisse porter par le courant qui lui est tantôt favorable, tantôt défavorable. Là, on peut donner l'exemple ici où des gens vont vivre des choses très traumatisantes. Ils vont devoir un peu apprendre à se détacher d'eux-mêmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer d'avancer. Quand c'est quelque chose qui est répété, un événement traumatique qui devient répété, il se peut qu'on apprenne un peu à perdre la confiance qu'on avait dans les événements de la vie. On va apprendre qu'elles sont indépendantes de nous. Ce qui peut être, dans un certain cas, vrai. Mais des fois, il va y avoir d'autres situations qui ne sont pas de la catégorie du traumatisme, qui sont les aléas de la vie que presque tout le monde vit. Là, on parle de trucs, mettons, les ruptures amoureuses, les déceptions de date, les amitiés brisées ou qui arrêtent de se voir, des emplois ou des actions, des équipes sportives ou du bénévolat, peu importe, des passe-temps, des choses qui nous ont déçus. Parfois, ce qui va arriver, c'est que des personnes vont enregistrer pour se protéger de leur propre action, de ce qu'ils vivent, que c'est trop de déception à vivre, fait que je vais me laisser porter par ce qui arrive. Tu sais, l'espèce de vague après vague, se laisser go with the flow. Surtout côté relations amoureuses, les gens, on a tendance à vouloir mettre beaucoup d'énergie, puis on finit déçu, fait qu'on veut plus en mettre, puis on pense que un jour on va trouver notre âme sœur et que celle-ci va tout changer notre vie, puis que pour l'instant on va aller go with the flow. Je mettrai pas d'énergie sur rien parce que j'ai pas envie de construire rien. Et c'est là un peu le concept de go with the flow, c'est que c'est l'envie de vouloir contrôler son environnement ou la situation ou vouloir construire quelque chose n'existe plus. Donc c'est pour ça que je me laisse guider par la vie, puis on verra ce qu'on verra. Cependant, ça crée d'autres déceptions chez les autres autour parce que on prend pas de décision. Puis vu qu'on laisse ça dans un flou, les gens sont pas bien là-dedans, fait que des fois les autres vont prendre des décisions à notre place. Ou des fois, nous, on va finir par la prendre parce que ah non, ça c'est pas ce que je veux. Le but est toujours c'est important d'avoir l'équilibre entre c'est bien de lâcher prise et de laisser les choses aller, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'on veut dans la vie puis faire des actions dans le même sens de ce qu'on veut. Il y a ce qu'on appelle des démarches. En fait, on va tomber dans les démarches de la compétence environnementale. Ça va être, de prendre conscience de ses besoins, de ses objectifs, dans un milieu donné.
Ça va être de comprendre, d'apercevoir les composantes pertinentes d'une situation objective en fonction d'un plan d'action, d'un plan d'intervention. Là, je parle comme si je parlais juste à des intervenants, mais c'est pour nous-mêmes qu'on fait des plans d'action puis des plans d'intervention. Là. On peut s'en faire pour nous aussi. Là. Fait que c'est d'être capable de voir les choses, les composantes ici qui sont pertinentes à une situation qui est objective. Ici, l'objectif est quand même important. Dans le sens où le but étant, je veux avoir une maison un jour, ben le but c'est de faire des actions qui sont objectives dans le but de l'acquérir. Si c'est très émotif, subjectif, ça se peut qu'on finisse plus déçu. Le même exemple en relation amoureuse. Des fois, on va vivre des vides existentiels, on va avoir peur d'être seul, peur de l'abandon, peur du rejet. Donc, on va aller dans des relations qu'on n'a pas nécessairement envie. Mais on va s'être dit, je me sens bien, je ne vis pas cette grande souffrance. Ça répond à des besoins qui sont la plupart du temps très intéressés, dans le sens où ça ne sera pas réellement de l'amour, mais ça va être l'autre répond à mes besoins, ce qui fait que je suis bien. Donc, je me mets dans une relation qui fait que je ne sens pas de souffrance, mais je ne mets pas trop d'actions pour la relation, mais je vais mettre des actions pour pas souffrir, donc je vais laisser être dans le flou, dans le go with the flow. Ce qui fait que il n'y a rien qui est... On finit déçu finalement. On finit rapidement déçu, ou ça peut prendre du temps avant qu'on s'en rende compte qu'on est déçu. Parce que c'est important de savoir quand même de manière... C'est important le subjectif, le côté émotionnel de beaucoup de choses, mais c'est important de garder l'équilibre entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Les relations amoureuses, ça ne peut pas être un ou l'autre. Dépenser de l'argent, ça ne peut pas être un ou l'autre non plus. Parce que si on le fait de côté très émotionnel, on va finir pauvre. Ou on va avoir des problèmes financiers en tout cas. Si on le fait juste de manière objective, ça se peut qu'on se prive de plaisir aussi. Là, je pourrais donner des exemples sur tout, mais ça peut être aussi justement dans des organisations, on va se donner des plans d'action pour arriver à quelque chose. On va pas juste faire des plans parce qu'on est tanné ou parce qu'on n'aime pas ça. On va aller avec des informations qui, suite aux formations de chacun, aux formations professionnelles dans une équipe, on va en arriver à un consensus, à un plan de match, à un plan d'action qui va arriver à quelque chose où tout le monde, c'est ça leur objectif. Je donne l'exemple où j'ai fait partie de comités où il fallait justement faire des plans d'action en lien avec le comité dans lequel on était. Ça peut être un comité réellement environnemental, mais ça peut être un comité justement de violence ou un comité sport ou un comité culturel, mais ça pouvait être aussi... j'ai fait partie de CA, puis c'est comment améliorer les conditions de travail des employés. Ça peut être aussi justement créer un nouveau programme, mais qu'on a besoin d'aller plus loin que juste une simple personne qui décide. Là, il faut échanger, trouver des plans. Par la suite, c'est planifier l'action. Souvent, on a réfléchi au plan. Maintenant, mettons tout ce qui est en œuvre, nos actions, pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Par la suite, on va agir sur la relation personne-environnement. Parce que planifier l'action, c'est voici le plan, puis après ça, c'est agir, on le fait. Par le changement, on revient à agir sur la relation personne-environnement par le changement physique de l'environnement et le changement sur la personne. Puis par la suite, c'est évaluer si la modification apportée a entraîné du positif sur soi ou sur les autres, mettons qu'on a besoin de savoir si c'est une communauté, un quartier. Ce qui peut bloquer souvent, c'est les attitudes fatalistes. Je donne un exemple vite fait. Il y avait un moment donné dans une école avec laquelle j'étais il y a quelques années, il y avait un comité du bal. Il y avait des jeunes qui disaient on pourrait faire telle idée, telle idée, telle idée. Puis il y avait 2 adultes dans le comité du bal, puis le reste c'était justement les ados pour leur propre bal. Là. Puis il y avait plein d'idées de pitcher. Fait que là, une personne était comme OK, comment qu'on va faire ça? Un adulte, puis l'autre était de toute façon ça passera pas, ça va être refusé, on n'aura pas le budget. Souvent, ce qui revient comme idée, c'est on n'a pas le budget, on n'a pas le budget, on n'a pas le budget, on n'a pas le budget.
Ce qui finit par avoir une attitude fataliste, parce que c'est comme, ben, puisqu'on n'a pas de budget, on peut rien faire, donc on peut pas créer d'idées. Donc pourquoi on a un comité? Fait que ça devient à ce qu'on n'avance pas. Ou ça pourra pas se faire. Ne pas se connaître, justement, ou ne pas connaître le milieu dans lequel on est. Ben, c'est sûr que ça l'aide pas. Hein. L'ignorance en matière de savoir technique aussi, tu sais, mettons qu'on veut créer un programme en relation d'aide à quelque part, on mettra pas des gens de la construction là-dedans. Et l'inverse est vrai. On mettra pas des gens en relation d'aide pour construire une maison. Ça se peut que ça marche pas. En groupe, ce qui peut être difficile, il peut y avoir des désaccords d'objectifs parfois. Ce sont les démarches, des formulaires et autres qui empêchent le changement. L'absence de feedback aussi peut mener à des désaccords ou à la démotivation. Dans le sens où on fait plein d'actions puis on n'a pas de retour sur nos actions, sur qu'est-ce que ça a donné. Fait que c'est pour ça que on crée des formulaires, des comités, des groupes de gens qui vont, une fois que l'action est faite, qui vont récolter des données puis qui vont les rentrer pour voir qu'est-ce que ça a donné tout ça. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change de quoi? Est-ce qu'on refait tout? Est-ce qu'on arrête complètement? Le développement de cette compétence, là on parle ici de la compétence environnementale, ça n'égale pas lorsque la personne qui a agi sur son environnement établit la relation entre son action et une modification dans son milieu, une satisfaction naît. Et la personne a le sentiment d'avoir pris sa vie en main. Les événements de sa vie donnent du sens par rapport à ses choix internes. Bon, ce que ça veut dire, c'est que lorsque la personne fait un comportement, entre ce qu'elle veut et son action, puis ce qu'elle veut, puis que ça fonctionne, elle a l'impression d'avoir un contrôle, donc ça donne du sens à sa vie. Ce qui fait que elle est satisfaite. Et plus elle est satisfaite, ça donne plus de motivation à poursuivre le processus. J'avais fait la même chose dans l'augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi dans la réussite éducative, des tâches scolaires. La perception, les habiletés requises qu'il faut avoir, ça ici c'est le savoir technique, on a-tu le matériel, on a-tu appris ce qu'il fallait, puis après ça il y avait travaillé la motivation dans tout ça, il faut que la personne ait la perception que ça donne un sens, puis pour que ça donne un sens, il faut qu'elle ait la perception qu'elle réussit, que ce qu'elle fait donne des résultats pas nécessairement positifs, mais que ça donne quelque chose, quand même. Ça l'aide à avancer. Ça développe. Puis par la suite, on développait on développait une augmentation de la motivation scolaire, mettons. Là, j'ai shortcuté l'information, c'était beaucoup plus large que ça, mais c'était juste pour donner un exemple où plus on est satisfait, plus on fait des actions, même quand on réussit pas, mais puis des fois on réussit quelque chose, on a confiance au processus et en nous-mêmes, plus on est satisfait, puis quand ça se rapproche de nos valeurs, même si on réussit pas, qu'on est déterminé, plus on augmente notre motivation à continuer quelque chose. C'est la même chose dans les relations de couple. Quand on a un contrôle sur la relation, pas un contrôle coercitif, pas un contrôle où je contrôle l'autre complètement, mais quand j'ai un certain contrôle sur comment je me sens dans la relation, pas juste comment l'autre me fait sentir, c'est nous aussi, comment moi je me gère là-dedans, comment moi j'ai envie de me sentir. Parce que quand on dit seulement, vu que l'autre, je me sens pas bien, parce que l'autre me fait pas sentir bien, ça, on est encore dans l'externe. On vit rien d'interne. Il me fait pas sentir bien, fait que je suis pas bien. Donc je subis cette relation. Non. Il y a des fois je me sens pas bien, puis c'est normal de pas se sentir bien dans des relations amicales, amoureuses, collègues. Mais après ça, c'est je fais quoi avec ça? Ce que je choisis de faire va me donner la motivation de poursuivre cette relation. Ou pas. Puis pour encore dans le développement de cette compétence, il y a 6 fonctions pour évaluer le potentiel environnemental. La première, c'est l'environnement est un abri
et une sécurité à la fois physique et psychologique qui protège contre les agents extérieurs. Là, ici, on parle de un safe space. Si moi, en tant que personne, j'ai mes propres piliers internes, un conflit ou une mésentente avec un collègue, un ami, un amoureux, un partenaire, ne va pas m'ébranler à un point où je ne serai pas capable de... Je vais avoir les compétences de base, les habiletés requises pour pouvoir euh, dealer avec cette mésentente. Contrairement à si quelqu'un est violent physiquement, j'ai pas à dealer avec ça. C'est le premier environnement n'est pas sécuritaire, donc je ne peux pas aller dans les autres étapes. La deuxième, c'est l'environnement filtre le nombre et la qualité des contacts sociaux au moyen de l'arrangement des ressources, de la position des personnes en fonction des activités et des déplacements. Dans une organisation de travail, on va parler justement, les bureaux sont disposés comment, c'est quoi les tâches de chacun, les mandats, etc., etc. Dans une relation de couple, ça va être justement c'est quoi notre communication qu'on a, comment qu'on deal avec les désaccords, comment qu'on s'organise ensemble. Puis les déplacements, ben c'est puis-je me rendre rapidement quelque part, puis-je me rendre de manière sécuritaire. Si, là on va prendre un exemple banal, si il y a de la construction ou il y a un pont qui est tombé, puis qu'il y a juste un autre chemin pour le prendre, ça se peut que les déplacements, ça soit long. Fait que ça va filtrer le nombre et la qualité des contacts sociaux. 3. L'environnement nous livre des messages. La culture, comme la culture organisationnelle, les valeurs et les intérêts. Là où on vit, où on a grandi, si je suis dans une organisation style santé, style scolaire, ça ne sera pas la même chose. Si je suis dans un organisme communautaire, peu importe c'est quoi son mandat, ça ne sera pas la même chose que de travailler pour un bureau privé, une banque ou un organisme paragouvernemental qui est un peu entre le privé et le public. Là, c'est un peu différent. Mais ça va être la même chose, justement, dans les relations avec les autres. Ça va nous livrer des messages, mettons, la culture de la personne, ses valeurs, ses intérêts, ça va nous dire des choses sur l'autre. Il va y avoir le point numéro 4 qui est l'instrumentalisation à la tâche. Ça, c'est l'action prédomine. L'action prédomine. L'action nécessite une interaction. L'activité est essentiellement individuelle. Ce qui veut dire, mettons, on donne des exemples, c'est la qualité des matériaux, la dimension et la flexibilité de l'aire de travail, des conditions sensorielles qui soutiennent ou empêchent cette activité. Fait que c'est ici qu'on parle justement de l'action prédomine. Avant d'avoir un résultat, il faut faire quelque chose. Après ça, c'est l'action nécessite une interaction. Ben, une interaction, c'est prendre le matériau, le construire. Là, je parle de matériaux, mais ça pourrait être une relation aussi. Là, ça va être justement l'action, c'est de parler, puis essentiellement individuel, ben, c'est moi qui parle avec toi. Tu sais. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire. Là. On est très basique là-dessus. Le point 5, c'est la fonction de plaisir ressenti d'être dans un milieu agréable et stimulant. Là, on n'est que dans la subjectivité. On va donner l'exemple, ben, une équipe de travail, souvent, peut faire toute la différence dans un emploi. Une ambiance familiale, une ambiance entre amis, une ambiance de couple. Le fait de faire ça par plaisir, puis on le ressent que c'est stimulant et agréable, va augmenter, mettons, ben, va aider à ce qui se passe dans l'environnement. Le point 6, la croissance référée au développement de la personne produit par toute expérience personnelle qui favorise l'apprentissage de nouvelles habiletés. Là, ce que ça veut dire, c'est quand on apprend quelque chose, puis qu'on se développe en général, puis que c'est le fun, ben ça favorise le fait qu'on veut continuer d'apprendre de nouvelles habiletés, puis on les gagne.
On tombe dans responsabilité écologique. L'humain est un organisme inséré dans l'écosystème de la nature, ce qui fait qu'il y a une responsabilité envers elle dans le but de survivre. Dans le sens où l'humain fait partie de la vie. L'humain fait partie de la nature. L'humain va faire partie des organisations, des institutions, des règles, des lois. L'humain est dans ça. Mais il n'est pas le dominant de tout ça. Elle vit dans tout ça dans le but de survivre. Donc, ce qui veut dire que la nature a besoin de l'humain, pas tant besoin de l'humain, mais l'humain a besoin de la nature. Hein? L'humain crée des institutions, mais il les a créées parce qu'il en a besoin pour continuer de vivre comme on vit là, mettons. L'humain manipule l'environnement et vice-versa. L'environnement manipule aussi l'humain dans le sens où chacun s'inter-influence. Hein? L'évolution des problèmes écologiques est dépendante de la perception que les individus en ont. Ce que ça veut dire, c'est la perception sensorielle peut être moins efficace puisque l'humain finit par s'y adapter s'il y est habitué. Ouais, c'est les perceptions sensorielles, c'est ça. L'humain s'adapte assez rapidement, là. Mais dans le sens où si l'évolution des problèmes écologiques dépend de la perception que l'individu en a, si les gens y croient pas, ils vont pas faire d'action pour ça. Mais c'est la même chose pour tout. Si les gens ne croient pas en telle valeur, ils font pas d'action vers ça. On va prendre la valeur du respect. Si je crois pas au respect, je respecterai personne. Si je crois pas en l'infidélité, je serai pas fidèle. Si je crois pas en l'amour, je tomberai jamais en amour. Dès que tu crois pas en quelque chose, tu feras pas d'action vers ça. Puis comme l'humain, le côté des sens, il finit par s'adapter, des fois ça fait un peu défaut pour évaluer bien les potentiels environnementaux. Cela se jouera plus sur le plan affectif et cognitif. Cela dépend de l'information véhiculée et du traitement de cette information. Ce qui veut dire, c'est quoi l'information qu'on donne de l'environnement, mettons. Puis, en plus de ça, c'est comment moi je prends cette information-là. On me donne une information, puis j'en fais quoi de ça? Il y a ça aussi. Je vais donner un exemple. Si je ne sais pas lire, puis qu'on me donne un texte en environnement à lire, puis que je comprends juste la moitié de ce qui est écrit, on m'a donné l'information. Mais j'ai pas bien interprété cette information. S'il y a plusieurs mots que je ne comprends pas, mais qu'on me donne une conférence ou un atelier, puis qu'on m'en parle, mais que je comprends juste la moitié, il se peut que l'information que j'ai soit finalement pas bonne, mais pourtant on me l'a donné. Fait qu'il suffit pas de donner de l'information, il faut s'assurer qu'on l'ait compris nous-mêmes. Et puis c'est ça, puis les traitements de cette information, elle va s'influencer par les valeurs des activités, comme je disais juste avant, et les expériences individuelles et organisationnelles. Parfois, on va se créer des perceptions de la vie à cause des expériences du passé qu'on a vécues. Fait que ça se peut que ça vienne changer. Mais tu sais, si on croit que si quelqu'un vit dans des changements climatiques, ça fait 20 ans qu'il habite à la même place, puis il n'y avait jamais eu d'inondation depuis 25 ans, puis là, il y en a 3 dans une même année, ça se peut qu'ils finissent par croire au changement climatique. Comme ça se peut que non. Ça se peut qu'ils ne croient pas non plus. Mais il va y avoir quelque chose d'extérieur qui va se passer, puis là, ils vont dire j'ai eu un vécu du passé qui me dit que ça va revenir, ou non, ça n'arrivera pas. Moins les personnes sont impliquées, moins ils se sentent responsables. Ça, c'est comme tout et rien, donc plus, puis ça j'ai donné souvent, quand, mettons, on prend l'organisation d'une grande institution où toutes les décisions sont prises à un statut hiérarchique très éloigné des gens sur le plancher, les gens sur le plancher sont pas impliqués, donc ils se sentent pas responsables de la nouvelle façon de faire, des résultats et tout.
plus tu vas impliquer les gens dans les prises de décision, dans les actions à prendre pour en arriver au résultat d'un plan de match, peu importe, plus on va se sentir impliqué, donc on va apporter des changements. C'est la même chose dans une relation de couple. S'il y a juste une personne qui décide, puis que l'autre fait juste suivre, ben, la relation, c'est ce qu'on appelle déséquilibrée. Ce qui fait que ça va créer au final des frustrations. La même chose en relation amicale. Une personne se sent responsable de son environnement lorsqu'elle est consciente des répercussions de ses actions, qu'elle comprenne les conséquences et identifie d'autres manières de faire. Là, on revient au fait que c'est beau d'être informé, mais parfois, il faut l'avoir vécu. Certaines personnes ont besoin d'avoir vécu certaines choses pour comprendre justement les répercussions de certains comportements, des conséquences, des actions aussi. Après ça, il faut qu'il soit capable de voir comment je peux faire autrement, parce qu'il faut qu'il soit capable de le trouver. Fait qu'il faut qu'il ait vécu aussi autre chose. Les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, immédiates, sont plus efficaces pour changer de comportement que les conséquences différées. Fait que ce que je vis maintenant a plus d'effet que ce que je vais vivre demain ou dans une semaine. Et ça, c'est particulièrement vrai. Pour en arriver à être en mesure d'être capable de faire je vais vivre une conséquence dans 2 ans par le geste que je suis en train de faire, il faut avoir une grande conscience de soi et des autres et de son environnement, puis une grande maturité. Là, on s'entend que c'est pas tout le monde qui se rend jusque-là. C'est plutôt rare. Donc, la plupart des règles, des lois, des façons de faire qu'une société décide, une organisation, une ville, un gouvernement décide, c'est une conséquence, qu'elle soit positive ou négative, immédiate. Là, on donne l'exemple ici, mettons la voiture, au lieu de prendre un autobus, le transport en commun, ben la voiture, l'avantage immédiat, c'est l'autonomie et la rapidité. Très court terme. Tandis que la conséquence négative, c'est que ça pourrait faire un accident. On ne sait pas tant. À moins que quelqu'un en ait vécu plusieurs, il va voir les choses différemment. La pollution. Ça a pris des années avant qu'on se rende compte que la pollution jouait un rôle. Encore aujourd'hui, la pollution, on s'en rend de plus en plus compte, mais encore, c'est quelque chose à plus tard. La détérioration du tissu urbain. Là, on parle ici plutôt du fait que on se tienne en tant que membre de la communauté, mais aussi c'est l'accessibilité, tu sais, si on peut plus marcher, qu'on peut juste prendre la voiture, ça peut être les activités qui se font ou qui se font plus, ça peut être les déplacements qui sont difficiles, etc. Là, ça peut être aussi ce qu'on parle de l'architecture urbaine, de la beauté du quartier ou de la ville. C'est plus à long terme, ça, donc on voit moins les répercussions. Les lois et les règlements, qu'ils soient punitifs ou récompenses monétaires, ça fonctionne quand c'est à court terme. Mettons, ça fonctionne à court terme. Puis tu sais, ils ont peu de chances de se maintenir une fois que les règles sont enlevées, dans le fond. Mettons qu'on prend comme exemple pour les voitures électriques, les subventions. Une fois que tu enlèves la subvention, les gens veulent voir, j'en achèterai plus, ce qui est arrivé dernièrement. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les gens en achètent plus? Le prix du gaz a tellement augmenté que les gens ont fait « Oh, là, ça me coûte trop cher, donc je vais m'acheter une voiture électrique. » Remets le prix du gaz à très bas, et puis personne ne va en acheter, ça ne servira plus à rien. Fait que quand les règles et les lois, que ce soit punitif ou une récompense, si c'est à court terme que c'est là, ça va marcher durant le court terme. Une fois que le court terme est terminé, les gens retournent souvent à leur ancien comportement, leur ancien pattern. Il faut que ça dure dans le temps quand même. Utiliser l'émotion de peur et de culpabilité pour changer a peu de chances de perdurer dans le temps. La peur peut paralyser et la culpabilité engendre plus de culpabilité qui peut faire de l'inaction au final. Les gens qui ont peur, une peur saine, ça peut aider.
quand on utilise la peur pour changer de comportement sur trop de monde, sur trop souvent, ça marche pas tout le temps. Il y a des gens qui vont s'opposer. Puis la culpabilité, ben, des fois, ça écrase. Puis l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut plusieurs stratégies mises en commun pour avoir plus de chances de réussite. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter de prendre des demi-mesures, mettons, pour en arriver, puis d'arrêter de catégoriser, mettons, je donne de l'argent ou je fais telle action ou on change telle affaire, mais juste dans une sphère de vie. Là, je vais donner un exemple sur la santé mentale, l'itinérance, en général, là, pour en arriver à améliorer la santé mentale des gens, puis en fait aussi ne pas que les gens se ramassent dans la rue. Ben, on peut pas juste mettre de l'argent dans une entité puis lui dire, toi, tu vas aller sortir de l'organisation puis aller voir les gens puis tu vas essayer de les ramener dans le système pour voir si ça marche. Ou de dire, on va trouver des logements à des gens qui en ont pas. Ou on va dire, on va donner des ateliers sur la gestion des émotions aux enfants, c'est tout. Ça n'a aucun effet à long terme. Ça l'aide pas les gens. Il faut être capable de tout l'imbriquer ensemble. Tu veux que la santé mentale des gens s'améliore, la gestion des émotions doit être apprise dès les CPE jusqu'à la fin de l'université. Tu ne dois pas le donner juste à l'école, tu dois le donner à tout le monde. Si tu veux que l'itinérance sache, faut que tu sois capable que le système de santé soit accessible, qu'il puisse être capable de retourner à l'école, qu'il y ait un logement, qu'il y ait une thérapie, il faut que tout ça s'imbrique ensemble pour être sûr d'en arriver à quelque chose. Pour qu'un adolescent ou un adulte puisse améliorer sa santé mentale ou ses compétences personnelles, ben tu ne dois pas juste dire, écoute, pogne-toi une assurance... Pogne-toi juste une assurance collective puis paye-toi un psychologue. Ben non. Il a besoin, oui, d'avoir une bonne job, mais il a besoin de vivre dans un bon quartier. Il doit pas... Tu sais, si tout lui coûte trop cher, même s'il a un bon salaire, ça se peut que tout le stress. Il faut qu'il y ait des services qui soient accessibles. Il faut qu'il y ait de la culture qui soit accessible. On doit mélanger plusieurs sphères ensemble pour les améliorer. Les bénéfices à court terme ont plus d'influence que les bénéfices à long terme. Peu importe les conséquences positives ou négatives. La notion de plaisir prédomine même à l'âge adulte. Il faut des façons de faire qui sont globales et qui touchent plusieurs sphères pour que cela ait un véritable impact. Par exemple, le recyclage. Payer pour ramener ton recyclage, mais tu consommes plus. Pareil dans la relation d'aide. Travailler une seule problématique peut ne pas aider puisque chacune d'elles s'inter-influence. Par exemple, la santé mentale et la consommation. Ça a été quand même prouvé souvent. Tu ne peux pas juste travailler une des deux sphères. Si tu travailles juste la consommation, mais la consommation, elle a une fonction à la santé mentale, justement, pour ça que la personne consomme. Fait que si tu règles le problème de la consommation, mais ça se peut que ça empire sa santé mentale. Et si tu améliores sa santé mentale seulement, la personne n'arrêtera pas sa consommation, ce qui va empirer sa santé mentale finalement. Il faut travailler les deux à la fois. C'est pour ça que je disais que c'est la même chose en itinérance ou ensemble. Il faut être capable ou l'amélioration des comportements des jeunes dans les écoles. Il ne faut pas juste mettre plus de surveillants, ou mettre plus de punitions, ou mettre plus de TES. Tu peux mettre toutes les TES que tu veux dans une école, ça ne changera pas le problème. Les jeunes, ils ne s'amélioreront pas. Il ne faut pas juste que tu dises aux intervenants de centre jeunesse, écoute, tu as suivi la formation XYZ, fait que maintenant tu devrais être en mesure de t'occuper de ces enfants-là correctement. Non, c'est pas juste leur rôle à eux, c'est l'ensemble de ce qui entoure ce jeune-là qui va faire en sorte que le jeune va grandir, va se développer. C'est la même chose pour l'environnement. Quand on parlait du recyclage, même si tu améliores le centre de tri, si les gens continuent de consommer des produits sans cesse, on n'améliore pas plus parce qu'on produit ces produits-là constamment.
Fait que le principe, ce serait de changer les modes de consommation des gens, mais en plus de ça, il faudrait que les producteurs produisent peut-être moins et produisent différemment pour être capable de voir est-ce qu'on peut faire autre chose que du recyclage, tu sais. C'est correct, maintenant on fait du compost. Mais si on fait tout du compost, mais qu'on consomme autant de bouffe pareil, mais on continue de dégrader le reste de la nature ailleurs pour consommer cette nourriture-là, même si on fait du compost. Le compost qu'on a dans les villes sert à créer d'autres produits, soit de la terre à jardin, du compost à jardin, ou soit un gaz naturel. Sauf que ça aide pas à nourrir les terres qu'on défait ailleurs. C'est pour ça que de manière globale, il faut miser sur plusieurs choses à la fois pour en améliorer l'environnement. Donc, on veut aussi enrichir les terres agricoles. On veut qu'il y ait moins de pesticides, en fait, aussi pour améliorer la santé physique et, de ce fait, améliorer la santé mentale. Parce que s'il y arrive qu'on a plein de problèmes physiques, ben ça va dégrader notre santé mentale. Les problèmes physiques viennent de où? Des fois on le sait, des fois on le sait pas. Mais il faut améliorer plein de choses en même temps pour en arriver à améliorer ce qu'on veut améliorer. Fait que c'est ce qui fait le tour de mon premier vidéo et c'est ce qui met fin à cette partie.